Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Hervé Tourneur, intervenant cinéma et jeux vidéo, parle de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Ils ont inventé l'IA. L'intelligence artificielle. Nous avons créé l'IS. L'intelligence superficielle. Plus facile, plus rapide, plus légère, les plus grands de ce monde l'utilisent déjà. Notre IS Dingo révolutionne le monde. Participez, connectez-vous. Dingo. Nous savons tout de vous, vous ne savez plus rien du tout. Disconnect your brain. Bonjour Hervé, ma première question sera comment l'intelligence artificielle a-t-elle façonné l'expérience du jeu depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui ? Elle a façonné en augmentant la sensation de réalisme des comportements. Alors réalisme, ça va dépendre des jeux, mais en tout cas changer les interactions entre donc le joueur ou la joueuse et ce qu'on appelle les personnages non jouables, les PNJ, principalement d'abord les ennemis, puis en fonction des jeux ce sera aussi des acolytes, des personnes avec qui on peut échanger, mais c'est beaucoup illustré notamment dans les années 80 sur des comportements différenciés en fonction de l'action du joueur. Plutôt que d'avoir juste ce qu'on appellerait donc des patterns. L'ennemi se déplace de gauche à droite, de haut en bas, fait telle action, telle action. Là, on va véritablement avoir des comportements qui vont se moduler en fonction de ce que le joueur ou la joueuse fait, ce qui rend l'expérience unique et ce qu'on attend donc d'une IA. Et ça va progresser, alors avec tout un tas de programmes différents, avec tout un tas de systèmes différents, jusqu'à aujourd'hui peut parfois donner l'illusion d'une interaction avec un autre joueur alors que c'est une intelligence artificielle. Et lors de la conférence, vous expliquez que dans un premier temps, ça s'est appliqué sur les PNJ, les personnages non jouables, mais maintenant on la trouve aussi dans l'environnement, dans tout ce qu'il peut y avoir autour, pas uniquement sur les ennemis. Tout à fait. Dans un premier temps, c'était opposer à l'humain un autre joueur. Alors par exemple, c'est des jeux de combat. On a un joueur humain et donc on n'a pas d'amis. On a un ordinateur qui va contrôler le deuxième joueur, avec parfois des situations où l'adversaire, vu que c'est l'ordinateur, il sait quel coup on va sortir, donc il est difficile à battre. Et en effet, au fur et à mesure, alors ça existait déjà un petit peu, le procédural dans la création de niveaux dans les années 80, ça se voit aussi dans Diablo, c'est l'exemple vraiment très connu où les niveaux sont générés de manière procédurale, pas aléatoire, il y a toujours un système de règles qui régissent donc la création de ces niveaux, et on voit au fur et à mesure du développement, que ce soit les graphismes, que ce soit les processeurs, que ce soit aussi les bases de données qui sont un grand outil justement pour développer l'intelligence artificielle, ça va être pour les textures. Quelqu'un comme Loren Carpenter par exemple, il a travaillé sur les textures pour des publicités, c'est quelqu'un qui ensuite a travaillé chez Pixar, il est dans des cofondateurs de Pixar, donc l'importance de générer des textures sans que ça prenne trop de temps, et ces modèles-là que l'on retrouve dans le cinéma, on le retrouve aussi dans l'imagerie médicale, bien sûr dans l'imagerie militaire, la technologie, la militarisation c'est quelque chose qui va de pair, et le jeu vidéo s'en sert aussi régulièrement pour faciliter le travail des développeurs pour des questions de temps, des questions de pratique, générer un espace dans lequel on va avoir des arbres, on va avoir des forêts. Ils se ressemblent pas tous, parce que c'est les buissons de Mario, c'est tous les mêmes, c'est comme ça. Alors de temps en temps il y en a deux, de temps en temps il y en a trois, ça crée un petit suspense. Mais maintenant on peut avoir des centaines, des milliers d'arbres différents dans un même jeu sans qu'un programmeur n'ait eu à les dessiner tous. Oui, ça fait penser à Rayman qui avait contourné ce truc en créant le même buisson qui pouvait servir d'arbre s'il était tiré, de plusieurs buissons s'il était allongé, etc. Là, c'est aussi la question de... Alors, il y a le travail de programmation et quelque chose d'important dans l'intelligence artificielle, le procédural ou autre, c'est la puissance de calcul. Entre une Atari 2600 dans les années 80, une PlayStation 5 aujourd'hui ou des baies d'ordinateurs de data center, on n'a pas la même puissance de calcul. Pour un jeu vidéo, on sait qu'il faut que la réponse soit rapide. Si on affronte un personnage, on ne peut pas attendre ne serait-ce que 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes que l'ordinateur calcule énormément de choses. Il y a la question de puissance calcul donc du matériel, et aussi la question de l'espace disque, l'espace de stockage pour un jeu. Il y a des jeux qui ont fait du procédural dès les années 80 parce qu'ils n'avaient que quelques kilooctets de capacité, et bien plutôt que de créer tous les niveaux, on crée une base et ensuite ça va se reproduire, c'est la machine qui va les calculer et on n'a pas besoin d'espace disque. L'exemple dont vous parlez pour Rayman, il est connu aussi pour Mario. Ceux qui sont les buissons, eh bien si on les voit en blanc, ce sont les nuages.
c'est le même sprite, c'est la même image, ça n'a pas pris plus d'espace sur la cartouche de Nintendo qui devait faire elle aussi quelques kilooctets, quelques dizaines de kilooctets. En revanche, il suffit juste de changer la couleur, et ce qu'on appelle le swap color, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les vieux beat'em up. On affronte des vagues d'ennemis, et bien une fois il a un t-shirt blanc, une fois il a un t-shirt rose, c'est toujours les mêmes, ça prend pas plus d'espace, on a juste changé la couleur. Impeccable. Et quel jeu vous semble être des références en termes d'utilisation innovante ou marquante de l'IA ? Marquant, alors, je vais toujours avoir un côté un peu historique, je crois qu'il est cité quand même très régulièrement, c'est pas très original, c'est Pac-Man. Vraiment, Pac-Man, alors il y avait déjà eu des programmes avant, notamment pour les jeux d'échecs, etc. Mais si on parle de jeux vidéo tel qu'on le définirait aujourd'hui, même si on peut considérer un jeu d'échecs, si on passe par une interface, est-ce que c'est du jeu vidéo ? Bon, un débat, mais Pac-Man en tant que jeu vidéo, cette manière de programmer les comportements des fantômes de manière différente en fonction du fantôme, ça a vraiment été une évolution. Je sais pas si elle a été ressentie comme tel et ça a autant participé au succès du jeu, mais ça a renouvelé systématiquement les parties, donc ça crée quand même quelque chose pour le joueur. Et après il y a d'autres dates, d'autres jeux, le développement des arbres de comportement que l'on voit à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on voit le développement des objectifs comme ça qui vont se rajouter à déjà un système qui va intégrer des décisions, donc on rajoute à chaque fois une couche à un système déjà établi. Alors c'est dû aux performances technologiques, c'est dû au développement, c'est dû à la connaissance en mathématiques pour ces différents processus. Mais quand on voit, je crois un jeu comme Fear, Half-Life avant, mais égocentriquement, j'avais joué à Fear avant de découvrir Half-Life, mais Fear, de se retrouver dans un FPS tel qu'on pouvait les connaître, Medal of Honor, tout ça c'était connu, mais se retrouver avec des ennemis qui vont avoir des comportements qui vont changer d'une partie à l'autre et des ennemis qui vont nous prendre en embuscade, ça peut paraître évident aujourd'hui, d'autant plus quand on joue à des Battle Royale, c'est évident, mais que ça vienne de l'ordinateur, ça nous pousse, nous, en tant que joueurs, à être plus attentifs. Il y a des éléments qui nous guident aussi, quand même, pour pas que ce soit frustrant. Et dans d'autres registres, alors les RTS, je suis moins connaisseur, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que les premiers jeux de stratégie, dès qu'on commence à connaître un peu le jeu, l'intelligence artificielle ne peut rien faire. Et qu'aujourd'hui, avec justement cette connaissance des parties, du fonctionnement et des processeurs, si le programme a bien appris les parties, qu'on lui a bien dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça fonctionne pas, ça devient compliqué, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Je vais plus citer des expériences intrigantes comme Creatures par exemple ou Black and White. La promesse c'était de pouvoir créer, alors non pas une civilisation mais un animal, l'éduquer et de voir toute cette partie mémoire. Et ça me fait toujours penser, alors c'est un peu bête comme réflexion, mais ça fait toujours penser au monologue à la fin de Blade Runner. Blade Runner est un film sur des robots et si on parle des robots c'est pour questionner si les robots font ça, qu'est-ce qu'ils font de nous des humains? Et il y a ce monologue qui parle d'un homme, un répliquant, donc un robot. Rutger Hauer, qui avait écrit lui-même son monologue, et qui parle de ce qu'il a vu. Et il y a les plans sur son regard, il parle de son expérience. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, être humain ? Avoir une expérience, qu'elle ait un impact sur ce que l'on fait, ce que l'on vit, qui nous permet d'avoir un regard différent sur ce qu'il advient, et ce qui conduit toujours des questions philosophiques, techniques, esthétiques sur l'intelligence artificielle et l'humain. Si aujourd'hui la machine est capable de se souvenir et de réagir en conséquence, si elle a conscience d'elle-même, on sait que il y a certains programmes, certains modes sur Skyrim où l'intelligence artificielle dit en ayant conscience que je suis un PNG dans un jeu vidéo, eh bien nani nana. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions. Que pensez-vous des systèmes d'IA qui s'adaptent au style de jeu du joueur ? Est-ce une amélioration ou un risque pour l'expérience ? Je pense que c'est une amélioration. Je pense qu'il faut que le joueur ou la joueuse en ait conscience et je pense que ça doit être bien dosé. Je reprends l'exemple de Mortal Kombat 3 par exemple. Je crois que ça fait partie de ces jeux de combat où, en fonction de la difficulté bien sûr qu'on choisit, le jeu il est injouable. Parce que le jeu a conscience de ce que l'on va faire. Entre guillemets, c'est plus du jeu. C'est plus du jeu. Voilà, s'il détecte ce que l'on fait, le jeu s'adapte où il y a des programmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de tricher. Des jeux en ligne, alors je prends les Call of Duty, etc. On peut payer des programmes qui nous permettent de voir les ennemis, qui nous permettent de viser mieux, etc. Ils nous accompagnent. Mais ça change l'expérience de jeu. En fait, ça dépend véritablement, je crois, alors entre le développeur d'un côté et le joueur de l'autre, ce qu'on attend de l'expérience de jeu. Je pense que ça peut être un plus qui s'adapte. Ça s'est beaucoup vu dans les jeux de voiture. Alors, je sais plus quel Gran Turismo avec le système Sophie. Je sais plus je sais plus c'est le 6, je sais plus exactement lequel. Mais ils avaient vraiment développé une intelligence artificielle qui s'adaptait. Et plutôt que d'avoir, comme à l'époque, des voitures qui se tapent dessus, qui font la file indienne, eh bien, s'adapter à notre manière de jouer. Et puis, il y avait une interaction, il y avait une compréhension des autres agents. D'un autre véhicule, ordinateur à un autre, il y avait une considération entre ce qu'il faisait. Donc je pense que c'est plutôt une amélioration.
tant qu'on le dose bien, tant qu'on sait ce qu'on en fait, voilà. C'est ça, parce que moi je suis d'une génération où on avait l'habitude d'affronter des ennemis qui avaient des patterns, et le côté agréable et qui nous faisait sentir très fort, c'est que quand on maîtrisait bien ces patterns, on pouvait combattre l'ennemi. Cuphead fonctionne avec des patterns extrêmement difficiles, mais c'est des patterns fixes pour la plupart. Donc on peut savoir à l'avance ce qu'on va affronter, quoi. Ça revient au même débat qu'on peut avoir sur les jeux procéduraux avec des niveaux qui sont générés, ou même quand c'est intégré à une narration ou à un gameplay. Ça dépend vraiment de ce qu'on attend, mais en effet, alors je vais plutôt être de cette team-là, j'avoue, vieux jeu, vieux con. Et même dans un Dark Souls, un Elden Ring, on se fait latter, on apprend, dans la douleur. Et on revient. Mais on revient, alors dans la douleur, mais en effet, Cuphead, c'est dans la douleur aussi. Hein. Wow. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a maîtrisé le jeu. Si Super Meat Boy aussi, à l'époque, d'une certaine manière, et c'est intéressant parce que c'est là où le jeu nous programme, en fait. Il nous oblige à faire, entre guillemets, du speedrun. Il nous oblige à connaître parfaitement le boss pour savoir à tel moment, si le personnage fait ça, je dois faire ça. Il nous conduit à ne plus avoir un comportement purement humain. On a eu l'apprentissage, mais à appliquer des patterns. C'est nous, au bout d'un moment, qui appliquons des patterns. Je trouve ça super intéressant comme considération. C'est un renversement un peu bête et méchant, mais je trouve ça assez intéressant. Les rôles sont un peu inversés. Et c'est pour ça que je trouve pas inintéressant dans l'absolu que le jeu s'adapte. Mais il ne faudrait pas, je crois, mais là, pareil, vieux joueur, qui s'adapte en disant « Oula, il est trop nul ». Je vais diminuer mon niveau pour qu'il puisse me battre. Voilà, j'ai ce côté-là. J'ai ce côté où on a tendance, je prends l'exemple d'un Mario par exemple, et c'est normal, il faut que ce soit très populaire, joué par le plus grand monde, il faut que ça puisse faire plaisir, etc. Mais c'est peut-être pas vers ces jeux qu'il faut aller pour le challenge. Après, ils proposent des modes, je pense au Sunshine par exemple, hein, au Super Mario... Odyssey, je me trompe, celui sur Switch. Odyssey, où finir le jeu, honnêtement, ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, le tout dernier niveau où il faut enchaîner des espaces complexes, il faut enchaîner les boss, c'est un niveau où si on perd, on recommence à zéro. Donc là, on retrouve un peu le challenge des anciens jeux. Donc ça se maîtrise et sans chercher à s'adapter aux joueurs pour le coup. Hein, c'est vraiment. Donc il y a plein de pistes de réflexion. Il ne faudrait pas que le procédural ou l'intelligence artificielle soit l'unique solution. Mais ça, il y a ça. Du coup, on va faire que ça. Je pense que ce serait dommage et on risquerait de perdre en créativité. Si tout est possible, finalement, on fait plus grand chose. Ça a l'air paradoxal comme ça, hein, mais c'est donner carte blanche à un jeune réalisateur, il va faire tout et n'importe quoi, alors que s'il a un cadre, s'il a un contexte, si il a une note d'intention, peut-être qu'il va aller chercher une réflexivité, il va chercher une originalité. Par contre, l'adaptation en termes de facilité, par exemple, un Cuphead, moi, m'a énormément frustré, parce que n'ayant pas les compétences pour aller jusqu'au bout, c'est un jeu qui est superbe, et je ne pourrais jamais profiter de la fin. A contrario, un Fling to the Finish, qui est un petit jeu où It Takes Two, eux s'adaptent. Fling to the Finish, un exemple, j'y ai joué avec un enfant, on devait sauter sur des dés qui étaient petits, donc assez difficiles à capter. Bien sûr. On a perdu, la fois où on y est revenu, les dés avaient doublé de volume. On les a passés tranquillement et on a pu passer à la suite et profiter de l'aventure ensemble. Mais ça ouvre, j'ai pas de réponse. L'échange m'intéresse beaucoup parce que ce serait difficile de dire non, il faut que le jeu reste comme ça, et puis si on n'est pas un dur, on mérite pas le jeu. On en connaît, hein, on en connaît. On en connaît. Hein. Ah, mais t'as fait Dark Souls avec tel cast. Ah non, c'est pas le vrai Dark Souls que t'as fait. Et alors j'ai profité des univers, j'étais satisfait d'avoir réussi à battre certains boss au bout de quelques heures. Bon bref, It Takes Two, et il y a un exemple que je trouve merveilleux parce que c'est à la fois le game design et c'est à la fois le sujet du jeu, c'est Celeste. Celeste, ça aurait pu être un Super Meat Boy, c'est-à-dire avec vraiment, premier niveau on se balade un peu et au bout d'un moment on dit j'y arrive, c'est marche ou crève, j'y arrive au bout de plein, 10, 20, 30, 100 fois, ou non je laisse tomber, j'y arrive pas. Mais non. Il va dire, là, il y a des petits bonus, vous pouvez les ramasser, c'est pour la gloire, mais sinon, vous pouvez y aller. De temps en temps, quand on perd, il nous dit, non, mais c'est pas grave, il faut réessayer. C'est le fameux, c'est pas un échec, c'est j'apprends. Hein, voilà, le fameux. C'est le principe du jeu vidéo, hein, le die and retry, tout ça. Et Céleste, exactement. Donc, Céleste va avoir à la fois cette mécanique, et puis, si c'est un peu compliqué, il va nous assister. Et quand j'entends, mais faire Mario Kart en mode assisté, c'est pas bien. Ouais, mais s'il me permet de faire une course avec un pote ou mon neveu qui a 8 ans et qui a pas l'habitude, mais je me dis, 8 ans, il peut quand même tester un peu. Ça nous permet d'avoir un jeu où je suis pas obligé de ralentir et je lui mets pas 4 tours dans la vue. On a profité d'une expérience de jeu sympa. Donc c'est vraiment... et c'est une question aussi d'adaptabilité pour la question des handicaps aussi. Il y a tout un panel très très large. Je pense notamment que l'intelligence artificielle procédurale peut beaucoup accompagner, parce que le jeu vidéo et la question du handicap, il y
y a beaucoup de progrès à faire. Et quand on voit la détection de mouvement, quand on voit la détection de voix, ce que ça peut donner grâce à une intelligence artificielle, je me dis qu'on n'est pas à l'abri qu'un jeu de combat, qu'un jeu qui, on va dire, qui nécessite certains réflexes, etc., puisse être adapté à des personnes en situation de handicap, parce qu'il va pas passer par les contrôles habituels, mais par un autre qui sera adapté à ces possibilités. C'est une autre piste, et justement c'est un endroit où le jeu vidéo a essayé de faire des efforts. On voit les modes de compatibilité, d'adaptabilité de The Last of Us, etc., mais ça reste encore complexe en termes de prise en main. Donc ça peut être un autre espace intéressant. Alors je parle de handicap, ou juste des personnes, donner à quelqu'un une manette, il a jamais joué de sa vie sur un jeu 3D, il faut gérer le déplacement, la caméra, les combinaisons de 3 touches pour sortir l'arme, ce qu'on attend d'un jeu, vers quel jeu nous allons. Ça veut pas dire non plus que tous les jeux peuvent être joués par tout le monde. Est-ce que ça a du sens? C'est une vraie question de démocratisation, mais ouvrir des portes comme ça me semble pertinent. Nous, là, ce biais, travaillant dans une médiathèque et dans une cyberbase, on l'a très souvent avec It Takes Two, où parents vont jouer avec enfants. Oui. Enfants à fond dans le jeu vidéo. Performance. Et les parents, qui finalement, on inverse les rôles, et c'est l'enfant qui va porter le parent pour l'aider à progresser dans le jeu et à apprendre. C'est un jeu, et puis c'est un jeu qui se fait aussi bien en couple, avec l'un des deux qui serait pas habitué aux jeux vidéo. C'est un jeu qui... Alors c'était la promesse du créateur, c'était de renouveler le gameplay. Alors, je crois qu'il disait toutes les 8 minutes. Bon, c'est pas tout à fait toutes les 8 minutes, mais quand on a à chaque monde des pouvoirs différents... Et puis c'est un vrai jeu de coopération. Certains jeux de coopération, il y en a un qui finit, il attend l'autre. Non, là c'est vraiment conçu pour, et ça crée vraiment une vraie collaboration, et ça apparaît dans le jeu. Je suis plus gêné par il faut tuer l'animal de compagnie, il faut tuer la peluche de l'enfant. C'est-à-dire que, mais c'est horrible en fait. Ils sont un peu bêtes ces parents quand même. Mais bon, ça c'est pour pinailler sur le scénario, parce que fondamentalement c'est quand même très réussi, et j'attends le prochain qui va se passer dans des univers différents et des compétences différentes. Ça a l'air très prometteur. Tout à fait. Pensez-vous que l'IA pourrait un jour rivaliser avec les concepteurs humains pour créer des histoires ou des personnages ? Face à des humains qui ont rien à raconter, oui. Face à un humain qui a quelque chose à raconter, je suis pas sûr. On en a déjà parlé lors de la présentation. Je viens plutôt en termes de formation et d'accompagnement plutôt du cinéma, où j'ai une toute croyance en l'auteur, ou les auteurs en général, qu'ils soient scénaristes, réalisateurs, directeurs photo, etc. Et j'ai besoin de voir l'intention, j'ai besoin de voir ce qu'on appellerait la politique des auteurs. Cette personne a quelque chose à me raconter, et elle passe par le cinéma, comme certains vont passer par la littérature. Peut-être sûrement que l'intelligence artificielle peut donner l'illusion d'eux. Je pense qu'on peut demander à l'intelligence artificielle de voir tous les films de Hitchcock et de faire un film comme l'aurait fait Hitchcock. Mais ce sera une copie, peut-être très ressemblante, et si demain on fait une copie d'un film de Hitchcock qu'on dit rien, peut-être que dans 100 ans, certains diront « Ah c'est un film d'Hitchcock ». Je crois, peut-être naïvement, que c'est techniquement possible. Et je pose toujours à ça la question « Pourquoi faire ?» Oui, puis c'est comme le son ou l'image, on a, mais en moins bien. Oui. Mais en moins cher. Voilà. Si l'intelligence artificielle peut permettre de gagner du temps sur certains process, pourquoi pas, tant qu'on n'enlève pas la part des artistes. Complètement. C'est pas que des programmeurs. Alors il en faut, heureusement. Ceux qui font les hard work, c'est pas forcément des programmeurs. Et ensuite on a des gens qui vont les travailler, etc. Mais il y a des artistes, suivis d'autres artistes qui ont une fibre un peu plus informatique. C'était marrant de voir un peu les années 80 où c'était des programmeurs qui faisaient la musique. C'est quand même fabuleux. Les plus grands thèmes qu'une génération connaît et reconnaît, qui ont depuis été faits en forme symphonique. Mais c'est pas des musiciens, c'est des programmeurs qui disent la console elle peut faire ses bips là, donc on va mettre et qui disposait de très peu de notes. Très peu de notes, très peu d'espace, donc il fallait concevoir là-dessus. Ça a créé quelque chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est possible de faire des choses très belles, très performantes, qui simulent véritablement. Pourquoi ? Si c'est pour qu'une société se fasse plein de pognon sur le dos d'une intelligence artificielle. Et puis au bout du bout, la question des droits d'auteur. Le rêve, depuis le début de l'industrialisation, c'est que la machine en général, et aujourd'hui l'informatique, etc., permettent d'éviter les tâches répétitives et aliénantes, les tâches difficiles, et permettent de se consacrer au loisir. Bon, ça a changé depuis, mais disons que, ne rentrons pas trop dans une logique marxiste, mais quand même. Aujourd'hui, on propose l'intelligence artificielle pour remplacer les doubleurs. Non, en fait. C'est des artistes aussi. On n'aime pas, mais le doublage de jeux vidéo notamment, sans parler de doublage de cinéma, on pourrait se poser la question de l'utilité. Je rentre pas dans ce débat, chacun aura sa position. Mais dans le jeu vidéo, on a des personnages, il faut forcément un doubleur ou une doubleuse. Si c'est pour enlever des artistes ou
Et ça a été une des raisons de la grève des acteurs-actrices, c'est que si c'est pour enregistrer son image et ensuite on peut le faire jouer grâce à l'intelligence artificielle, à la motion capture, etc., sans le payer ou juste en disant voilà, t'as un temps de pourcentage parce qu'on a capté ton mouvement, ta voix, je suis toujours embêté. Mais comme je suis toujours embêté quand j'entends certains morceaux de musique pour une publicité, est-ce que vraiment l'auteur avait envie de vendre des yaourts, quoi? Mais et là c'est peut-être bête comme considération, il y a des ayants droit qui ont donné leur accord, tout ça. Bon, bref. Et tout ça participe à une même réflexion sur la question de l'auteur, des droits d'auteur. Je veux pas être trop long, mais j'aimais beaucoup l'anecdote de Keanu Reeves. Alors Keanu Reeves, Matrix, Cyberpunk 2077, donc il y a tout un truc autour. Mais je me souviens, je sais plus quel film, mais il tourne une scène, et quand il voit la première du film, il se rend compte que dans une scène, il y a quelque chose qui avait changé. Il pleure, il y a une larme qui coule. Sauf qu'au tournage, il a jamais fait ça. On lui a pas demandé de faire ça, il l'a pas fait. Et il voit le film comme ça, sans qu'il ait autorisé quoi que ce soit. À partir de là, dans tous ses contrats, il interdit que ses performances sortent du film, du montage du film, et soient modifiées au-delà des effets visuels, des câbles, tout ça, bien évidemment. Mais sur sa performance, on ne touche pas. Que dire de ceux qui génèrent Carrie Fisher de Star Wars ? Et je dis pas oui, enfin... J'ai mon avis. Je laisse chacun et chacune. Disney avait fait l'effort en disant on ne va pas la générer par ordinateur suite à son décès, mais je crois que c'était pour un épisode précédent, je me demande si c'était pas pour Rogue One, où ils avaient généré un acteur de la première trilogie qui avait disparu entre-temps. Voilà. Question. Je laisse à chacun, voilà. Le jeu vidéo est-il selon vous une plateforme idéale pour tester l'IA avant de l'appliquer à d'autres industries ? Je sais pas si elle est idéale, mais en tout cas elle est utilisée. On sait que les comportements des joueurs, selon les jeux, selon les pratiques, les habitudes, servent beaucoup ensuite dans d'autres domaines, parfois médical notamment, parfois à pure fin marketing. Quand on analyse un jeu comme Fortnite, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas développé juste par des programmeurs de jeux vidéo qui veulent faire une belle œuvre vidéoludique. Il est aussi programmé par des personnes qui ont connaissance des biais cognitifs, de la psychologie, etc. Travailler sur l'addiction. Exactement, pour nous faire revenir au jeu. Donc, qu'un jeu cherche à me faire revenir au jeu, bah oui, c'est normal. C'est normal, mais et c'est aussi une résultante de l'avancée de nos connaissances en termes de cerveau et de fonctionnement, c'est que ce qu'on théorisait pendant des années, maintenant on peut en avoir les preuves, et les joueurs, les spectateurs, ceux qui regardent la télévision, ceux qui pratiquent les réseaux sociaux, n'ont pas forcément les mêmes connaissances sur leur propre cerveau que ceux qui développent les applications et les jeux qui vont se servir de ces mêmes biais. Et qu'on les utilise, d'accord, mais il faudrait qu'on ait tous le même niveau d'information, le même niveau de connaissance pour savoir, d'accord, je fais un tunnel, pendant 1 heure je suis sur YouTube parce que l'algorithme va faire ça, mais je sais comment fonctionne l'algorithme et je suis d'accord avec ça. Okay. Si c'est mon choix, ça me va. Et en fait, dans cette utilisation, on va dire ça dépend pourquoi ça va être utilisé. En revanche, un des éléments qui nous permet de dire que c'est une bonne plateforme, c'est que le jeu vidéo est distrayant et attractif, voire addictif. Et donc, des choses qui pourraient être pénibles, des tests, des pratiques, etc., par le biais du jeu vidéo, sont parfaitement naturelles, sont parfaitement plaisantes par celui qui le pratique et vont peut-être avoir une valeur de data, de compréhension, de marketing pour celui qui réceptionne les données. Oui, tout à fait. Tout est de la data, de toute façon. Oui, et est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Mais toujours pareil, encore une fois, je suis plutôt au côté cinéma, je m'occupe d'une salle de cinéma et j'ai vu ces dernières années beaucoup de publicités pour nos systèmes caisses pour nous dire grâce à ça vous allez savoir ce que les spectateurs ont vu, ce qu'ils ont aimé et ça va envoyer automatiquement des messages sur leur téléphone dans votre base de données de fidèles, carte de fidélité parce qu'il y a tel film qui sort. En fait je le fais. Je suis à la caisse de mon cinéma, je vois les spectateurs, je discute avec eux en fait. Donc ça existe, ok. C'est super vendeur pour des salles de cinéma qui n'ont que des machines à l'accueil. Ok, mais en fait, c'est pas ça que je défends. Je suis pas juste un vendeur de tickets. J'accueille les gens, je discute avec eux avant, après le film, potentiellement, je leur conseille un film. Donc, la data, oui, elle peut avoir énormément d'intérêt. Encore une fois, la dimension médicale, c'est quand même des programmes qui permettent, en multipliant les analyses de certaines données, de détecter des choses que l'œil humain ne peut pas détecter ou plus rapidement. C'est fabuleux. Ok, le transhumanisme. Quelqu'un a perdu une jambe avec une mine antipersonnelle. Ok, allons-y. Mais si c'est pour que quelqu'un court le 100 mètres en 8 secondes... Moi, ça m'intéresse pas. Mais là, vraiment, je parle que pour moi. C'est peut-être naïf, c'est peut-être vieux jeu, mais je tiens encore. Donc, la data, ça peut être intéressant, mais j'espère ne pas être résumé à la data. C'est une vision partagée. Quels sont, selon vous, les risques éthiques liés à l'utilisation croissante de l'IA dans les jeux vidéo ? Vaste sujet. Éthique, déjà c'est le contrat qu'on passe avec le joueur, c'est que s'il n'a pas connaissance que certaines productions sont liées à de l'intelligence artificielle, sont pas forcément créées par des auteurs, on peut faire le choix.
C'est le même choix qu'un consommateur quand il achète un livre sur Amazon dans sa librairie indépendante. C'est le même produit à la fin, mais j'ai choisi de l'acheter ici ou là, en ayant connaissance des choses. Donc je pense qu'il y a cette partie de contrat-là. Il y a aussi la question éthique par rapport aux concepteurs. La question qu'on a un peu déjà évoquée, la question des droits d'auteur. Et ensuite, il y a cette question de la récupération des données. Je fais partie de ces joueurs qui cochent la case « je suis d'accord avec le contrat, je veux jouer à mon jeu », sachant pertinemment qu'il va y avoir de l'analyse de données, qu'on va voir le temps que j'ai passé sur ce jeu, et que ça fera partie des raisons pour lesquelles peut-être qu'une suite sera faite, peut-être qu'elle sera déterminée par tel ou tel comportement. Mais j'en reviens toujours à la même chose, que ce soit pour le cinéma, pour le jeu vidéo, la littérature, si on donne au public ce qu'il attend, ça marche pas au bout d'un moment. Ça peut marcher à court terme, mais à moyen long terme, déjà on s'enferme dans la même bulle. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans la question du procédural. Si on reprend les mêmes schémas, au bout d'un moment, tous les jeux vont se ressembler. Ils vont se baser sur les mêmes systèmes. Donc je pense que ça participe aussi de cela. Et autre question éthique, c'est celle en effet qu'on a un peu évoquée avec Fortnite, avec la question de la récupération des données. C'est qu'un jeu veuille me garder dans sa pratique, c'est normal, c'est naturel, mais qui se servent alors peut-être presque de subconscient, etc., à mon désavantage, comme ce qu'on appelle les loots. Les loots liés aux jeux d'argent, ça a été interdit en Angleterre, ça pose tout un tas de questions. Le fait d'avoir, entre guillemets, des coffres avec un produit aléatoire dedans. Ce qu'on appelle les gachas côté asiatique. Exactement, les gachas, tout à fait. Donc voilà, pour quelle raison on le fait ? Je reviens toujours, je suis pas naïf. Un jeu qui coûte 20 000 $ ou qui coûte 20 millions de $, il faut qu'il se rembourse, voire même qu'il fasse mieux pour pouvoir développer autre chose. Je suis pas naïf, mais quand certains jeux justement ont des partis pris, je citais l'exemple d'Hollow Knight qui fait partie de ces derniers jeux, un petit studio qui fait un jeu quand même qui est assez intransigeant, mais qui pourtant réussit, et on attend la suite depuis des années, mois après mois. Silksong, on attend. Alors certains disent oui, en avril, la présentation de la Switch 2, peut-être que, donc à chaque événement on dit Silksong, voilà, ça va devenir un peu, à l'époque c'était Duke Nukem, à l'époque on attendait Half-Life 3, on l'attend toujours, bon, Steam c'est pas sûr, bref, donc il y a toute cette question de la prise de risque, de la question économique. J'ai pas tous les tenants aboutissants, moi je suis juste un consommateur, je suis un joueur, moi j'attends qu'un jeu me surprenne, qu'un jeu innove, mais je sais que je suis pas le joueur qui est le plus représentatif de la consommation du jeu. Les jeux qui cartonnent le plus, c'est la réplication de recettes bien connues. Les cartons de Call of Duty, les cartons de FIFA, et c'est pas pour les dénigrer, parce que l'évolution de l'intelligence artificielle dans FIFA, c'est quand même extraordinaire. Moi j'étais joueur à l'époque de PES, etc., mais de voir comment on analyse les comportements de joueurs pour que les partenaires dans notre partie fassent des appels en profondeur et des stratégies, je suis assez bluffé. Je fais une partie de temps en temps, pour la technique, je trouve ça assez chouette quand même. Alors c'est intéressant parce que là avec FIFA, il y a 5-10 ans de ça, on était vraiment dans du jeu d'arcade pur, et maintenant on est vraiment dans de la simulation pure. Et en termes de simulation, il y a un jeu là qui va bientôt sortir qui s'appelle Oraval, qui est un sim-like qui est présent sur Steam, et en fait ils ont mis du chat GPT dans les Sims. D'accord. Et cette question, elle arrive avec une interview qu'on a faite d'un spécialiste de l'intelligence artificielle qui disait que suite à la crise du Covid et l'isolement, il y a des jeunes qui voient en chat GPT leur poteau, leur psy. Là, si on va en plus dans le jeu vidéo avec des Sims, en termes d'éthique, comment au niveau des enfants, on va leur faire la différence ? Parce que l'IA, finalement, va être plus sympa avec eux, performante, toujours égale. Oui, plus performante, même si dans une relation avec quelqu'un, il ne devrait pas être question de performance. Dans l'illusion, quand je dis performance, c'est dans l'illusion, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de s'adapter à toutes les situations. Quand je définis une IA performante, c'est qu'elle va s'adapter, avoir des comportements variés, donc il y a tout cet aspect-là. Alors, sur la question de l'enfance, c'est même au sens très large, la question de l'écran, la question de l'abstraction, et l'intelligence artificielle complique tout cela. La question de ChatGPT ou de toutes les interfaces, alors on pourrait faire le test de Turing, tout ça c'est assez passionnant. On aurait pu parler de Detroit et de Blade Runner avec le test de Von Kampf, ou Ex Machina, je crois plus récemment, qui a joué un peu là-dessus. Mais ça peut être un palliatif. Je peux entendre qu'une intelligence artificielle, ça va permettre de dialoguer, mais pour moi, ça a la même relation qu'une poupée, quelque chose qui va peut-être s'adapter un petit peu, mais qui restera du plastique, qui restera un programme. Là où je vois une évolution du jeu vidéo, en tout cas une considération différente dans le jeu vidéo, et parce que vous évoquiez le Covid, c'est combien les étudiants ont eu leur santé mentale sauvée grâce à Animal Crossing, grâce à Zelda, grâce même à The Last of Us ou d'autres. Je crois que le 2 était sorti à ce moment-là, je crois quelque chose comme ça. Bref, que ce soit dans une expérience solo, parce qu'on va vivre des aventures, ou que ce soit dans une expérience
expérience plutôt, alors je vais dire casual, Animal Crossing, mais aussi dans la possibilité de dialoguer à distance. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas dans certains réseaux, dans certains médias généralistes, c'est le jeu vidéo, ça isole. Complètement, ouais. Ils disent, ah oui, mais c'est pas de la vraie sociabilisation. C'est une sociabilisation différente, certes, mais eh bien, quand personne ne pouvait plus se rapprocher, eh bien, des personnes qui visitaient l'île de quelqu'un, connu ou pas connu, dans Animal Crossing, et j'ai interagi parfois avec des étudiants pendant cette période, eh ben, ils jouaient pas au jeu en fait. Hein. Oui. Alors que ce soit Call of Duty, pour le coup, Fortnite et Call of Duty, ils savaient comment ça va, t'as fait quoi, tout ça. Et ce côté un peu psy, côté social, on l'avait par cela. ChatGPT peut-être, sûrement. Si ça peut être un palliatif, tant mieux, tant qu'on a conscience que c'est qu'un palliatif. Tant qu'il y a un usage raisonné. Oui, mais c'est toujours Sauf pareil. Parler d'usage Raison raisonné économie, sur du jeu vidéo avec des enfants, c'est plus compliqué. C'est là qu'apparaissent les parents. Oui. Tadam ! Parce que quand j'entends, oui, mais il est addict, tout ça... un type de 30 ans qui travaille 5 jours par semaine et qui passe le reste de son temps sur Warcraft, tout ça, bon, bah, il est adulte, c'est comme ça, peut-être que son entourage peut dialoguer avec lui, bon, ok. Mais un enfant, il est encore dans une phase de développement. Alors, pardon, c'est encore un peu égocentré, mais je m'occupe d'une salle de cinéma. Quand j'ai un parent qui me dit oui, mais il veut voir Vaiana 2, oui, il a que 3 ans, mais il veut le voir, je dis mais c'est pas lui qui décide en fait. Alors, pardon, là je suis très mais vieux con absolu, ouais. Hein. Mais je l'interdis pas, parce que je peux pas l'interdire. Ouais. Je dis c'est pas adapté, c'est plutôt à partir de 6-7 ans. Je peux comprendre qu'il soit frustré, etc. Mais quand je vois du public qui vient voir Sonic 3 avec des enfants de 3-4 ans, bah, je sais. Alors, parce que je travaille beaucoup en milieu scolaire sur le cinéma, parce que je m'intéresse beaucoup justement au développement du cerveau, à la question des images, je sais quel trouble ça peut créer. C'est-à-dire on perd des neurones, on a l'hippocampe qui marche pas bien, enfin voilà. Parce que c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'à cet âge-là, son cerveau, bah, déjà même à 20 ans il est pas mûr, donc voilà. Mais à cet âge-là encore moins. Pourquoi est-ce que l'addiction peut arriver à tout âge, hein ? Mais à l'adolescence c'est le moment parfait. Parce que c'est un moment où il y a les passions, il y a un moment où il y a un côté un peu absolutionniste, et forcément, et alors là je mets aucun jugement, parce que j'ai passé des heures et des heures à refaire des Final Fantasy pendant 100 heures, alors que je sais comment ça finit, mais je veux ça. Un comportement, si je le regarde de loin, je fais c'est stupide, qu'est-ce que j'y gagne ? Ouais, mais j'y ai pris du plaisir, et ça m'empêchait pas parce que parents, parce que amis, d'aller faire un foot à côté, d'aller... voilà. Donc l'adolescence, l'enfance de manière générale, mais l'adolescence aussi, sont des espaces où un jeu comme Fortnite est superbement conçu parce que c'est le public qui va être capté tout de suite, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a des nouveautés tous les jours, parce qu'il y a la pop culture qui rentre dedans, parce qu'on peut interagir, parce qu'ensuite ça va être tout un écosystème, YouTube, Twitch, les bouquins, les romans, les guides. L'adolescent qui n'a pas encore le pouvoir consommateur mais qui va demander à ses parents à Noël, je veux le guide de ça, je veux le Lego de ça. Ça a été les cadeaux de mes neveux, donc je juge à aucun moment, je constate. On revient toujours à, en fonction de l'âge, il y a un garde-fou. Et j'ai conscience que aujourd'hui, la question de l'économie, la question de l'intelligence artificielle, la question de la technologie, on n'a pas nécessairement les garde-fous. Pour les adultes, j'entends, les enfants, ça c'est une question d'éducation de parents. On manque d'informations. Ça c'est clair. Après les parents ils peuvent s'intéresser. Il y a justement les médiathèques qui font beaucoup de travail là-dessus de sensibilisation, mais c'est parfois difficile de les capter, les parents. Mais pour ce qui est des adultes, quand on voit le développement de l'IA aujourd'hui, et là je parle vraiment en néophyte, quand je vois le développement de l'IA aujourd'hui, et c'est le principe même de toute technologie, de toute avancée scientifique, il y a ceux d'un côté qui disent on le fait pourquoi ? Parce qu'on peut le faire. Et je comprends la stimulation, je comprends l'envie d'eux, mais à côté d'eux, à côté des savants, des enfants, lapsus révélateur, de ceux qui bricolent avec des mécanos ou des Lego, il y a ceux qui disent ouais, mais on va en faire quoi après ? Oui, vous dites que ça va servir à ça, mais toute invention a sa catastrophe. Oui. La plus belle, la plus merveilleuse des inventions a toujours sa catastrophe à côté. Bon, c'est comme ça, c'est une jauge de risque. Je suis pas pour le pur principe de précaution, mais au moins pour une réflexion. Et on voit par exemple que la régulation en Europe se pose beaucoup de questions, un peu tardivement, mais au moins se pose les questions. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, mais alors la Chine, n'en parlons pas. J'ai lu qu'un spécialiste de l'IA avait dit qu'il allait y avoir une nouvelle révolution d'ici 3 à 5 ans. Quelle tendance ou technologie émergente vous voyez redéfinir le rôle de l'IA dans les jeux vidéo au cours des prochaines années ? Je pense que je suis pas assez connaisseur en profondeur du génératif, du deep learning. J'ai la sensation, mais c'est lié, ça sort pas du chapeau, hein, c'est lié vraiment aux dernières performances de Nvidia et de tant d'autres. Ce qu'on a évoqué un petit peu pendant la présentation, c'est la possibilité d'interagir avec des personnages non jouables d'une part, et la possibilité d'accompagner les personnages joués.
c'est-à-dire que des facilités, des accompagnements dans les mouvements, dans les déplacements, dans la détection. Je pense notamment, alors ça c'est une petite invention qui me plaît pas trop, mais je crois que c'est MSI qui a sorti des écrans. C'est l'écran lui-même qui détecte dans League of Legends la position de certains ennemis par rapport à la minimap. C'est-à-dire ce qu'on voit tout petit dans la minimap, eh bien lui il va tout seul le détecter, le logiciel de l'écran, pour dire sur la grande map, là où ils n'apparaissent pas véritablement, que l'ennemi est là. Ça, c'est un accompagnement de jeu, mais pardon, c'est de la triche. C'est ça. C'est de la triche. Je suis pas joueur particulièrement, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant, s'il faut l'accueillir, parce que c'est toujours la question. Quand on a une technologie, faut-il ou non l'accueillir pour le bien du jeu? Ça veut pas dire que cette même technologie sera pas intéressante pour d'autres jeux. Donc j'avoue que sur cet aspect-là, je vois vraiment cette capacité d'avoir des interactions des personnages non jouables qui fonctionnent très bien. Je vois vraiment la possibilité d'éviter des catastrophes industrielles telles que la sortie de Cyberpunk 2077. Juste là aujourd'hui, telle que l'intelligence artificielle existe, si elle avait été au moment du développement et de la fin des tests de Cyberpunk 2077, le jeu ne serait pas sorti comme ça. Alors il y a d'autres éléments, repousser la sortie, c'est toujours pareil, c'est qui décide cela, pour quelle raison. Économique souvent. Quand on voit que le dernier Assassin's Creed, qui est quand même très attendu, le fantasme de faire du Japon féodal dans Assassin's Creed, il y a plein de joueurs qui sont passionnés par la culture japonaise, qui ont envie. Ils sont passés d'une sortie juste avant Noël à une sortie premier trimestre 2025. Il est décalé, d'accord, les joueurs peuvent se dire super, ça va être pour une meilleure qualité. Les investisseurs, les actionnaires, ils sont pas chauds, parce que ce soit il y a 40 ans ou maintenant, le moment où on vend du jeu vidéo, c'est les fêtes de Noël. C'est vraiment le pic absolu. Et donc décaler ça, je pense que aussi dans l'aide aux tests, alors on parle des collisions, des bugs, etc. Je pense que ça peut vraiment simplifier et peut-être éviter que le jeu Day One ait une mise à jour de 40 gigas. Oui. Là, je suis vraiment vieux joueur. C'est qu'autant avoir un jeu, par exemple un jeu sur PlayStation sur disque qui est fini, qui a des bugs, on se dit mince quand même, ça gêne un peu l'expérience de jeu, on peut pas la changer. Autant avoir des jeux qui sortent et qu'au moment de la sortie, on passe déjà, selon notre connexion internet, 20 minutes ou 1 heure ou 15 heures parce que il faut faire 10, 20, 30 gigas de mise à jour, parce qu'entre le moment où la galette est sortie, ou la version digitale, et la sortie du jeu, ils ont développé certains trucs. Ça me pose aussi un peu question, et je crois que ça peut aider à cela. Mais au fur et à mesure où on va dépasser les échelles, peut-être que les jeux vont aussi proposer de nouvelles choses. Donc c'est un peu comme les graphismes, à force de les pousser, au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Ça pourrait peut-être aussi aider le jeu indépendant. Construire un jeu, c'est énormément de boulot. Et avec un petit coup de pouce de l'IA, ça peut simplifier des tâches qui prendraient trop de temps à une personne seule ou à un petit groupe isolé. J'ai peut-être un regard un peu trop, entre guillemets, historique sur le développement des jeux indés. Alors un peu les années 80, Eric Chahi, tout ça, mais aussi dans les années 2010, Bread, etc. Mais si une petite équipe qui a envie de faire un jeu indépendant a quasiment tous les moyens à sa disposition, et que la mode en ce moment-là, c'est des jeux à monde ouvert, il va faire un jeu à monde ouvert. Alors que si techniquement il est obligé de faire un jeu 2D, par contre à l'intérieur il va avoir un gameplay très original, la question du temps dans Braid, la question de Die and Retry dans Limbo, et tant d'autres jeux, et certains que je connais pas forcément, qui vont justement proposer une nouvelle expérience de jeu, c'est toujours pareil. Si on a un cadre limité, on n'a pas d'argent, on a des idées. Et je crois que... Et à nouveau, je veux pas non plus être trop absolu dans cette direction, parce que si quelqu'un qui avait développé un petit jeu indépendant en faute de moyens, là maintenant, à ces moyens-là, enfin à moindre coût, des moyens technologiques à moindre coût, peut-être que justement, il aurait des idées géniales à plus haute échelle. Mais je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas la preuve. Je suis plutôt... J'attends de voir, je suis curieux. Et je trouverais intéressant, en effet, que ça se démocratise un petit peu. Que quand on voit certains concepteurs qui ont commencé quasiment tout seuls avec une toute petite équipe, et ensuite produisent des jeux avec des gameplays émergents. Enfin, les derniers Zelda ont quand même un gameplay qui naît notamment de jeux qui sont nés de la soustraction. C'est Genova Chen, c'est Fumito Ueda, c'est des gens qui ont limité les possibilités de leurs personnages parce qu'ils connaissaient les limites de la console et qui voulaient justement aller dans l'expérience de jeu. Ico, Shadow of the Colossus, Journey, etc., etc. Ces jeux-là, qui sont des petits jeux, semi-indés, on va dire quand même semi-indés, parce qu'il y avait un studio quand même à côté, mais en tout cas, en termes de finances, c'était très loin des AAA, ont largement influencé ce qui après seront des AAA. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi à gagner de entre guillemets se limiter. C'est un grand mot, mais choisir un contexte délimité, ça peut permettre aussi des gameplays émergents. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Je vais finir par la super question de Thierry. Oui, j'ose dire ça. C'est 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Là, c'est ouvert. Waouh. Voilà. Je vais rester dans le jeu vidéo quand même et commencer par ce que j'aime, la narration.
Vraiment, depuis le début où je pratique le jeu, j'ai été stimulé par les jeux Mario, les jeux Sonic, etc. Mais le jour où j'ai découvert Illusion of Time, le jour où j'ai découvert Final Fantasy, où j'ai découvert ces univers étendus avec des scénarios pas toujours extraordinairement bien construits, mais la première fois où j'ai pleuré devant un jeu, devant Illusion of Time, ça a été un choc. Pas un traumatisme, un vrai choc. Donc la question de la narration, et quand je vois les capacités de narration de The Last of Us ou des derniers God of War, je suis bluffé, et voilà, c'est ce qui me conduit à apprécier ces pratiques-là. C'est lié aux origines de cinéma aussi. Peut-être aussi, mais ça se fait vraiment au moment de l'enfance, donc peut-être qu'en effet, j'aime le cinéma pour sa narration et sa mise en scène, comme j'aime le jeu vidéo pour sa narration et sa capacité aussi à avoir un vrai game design. C'est pas que la narration, c'est pas que l'histoire, parce que des jeux avec des superbes histoires, j'ai cité tout à l'heure Detroit Become Human, je trouve que l'histoire et les embranchements sont super. Bon, le gameplay, c'est pas possible, hein. Que Cage dise ouais, c'est intuitif tout ça, je dis mais attends, on l'a vu le jeu, on l'a eu dans les mains. Non. Bref, pardon. Ce que j'aime aussi toujours dans le jeu vidéo, c'est ça, c'est peut-être plus récent, c'est l'aspect coopératif, mais vraiment coopératif. Unravel 2, on l'a cité tout à l'heure, It Takes Two, ils sont assez rares ces jeux tout de même, où il y a une vraie pratique et une vraie communication. Alors à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant que médiateur, où parfois je fais des animations en salle de cinéma sur le jeu vidéo. J'avais accompagné un film qui s'appelle Nikuko, je sais plus le titre exact, c'était un film d'animation japonais où il était notamment question de la nourriture, et faire jouer à des parents et des enfants à Overcooked, c'est assez basique, mais la communication, la galère, les trucs qui crament, etc. Et je pense notamment à Yannick Leroux qui parle beaucoup des jeux vidéo pour la question aussi thérapeutique, qui se servait par exemple des Sims pour voir comment les enfants généraient une situation familiale. Et bien voir comment une famille joue ensemble à un jeu vidéo, quand on regarde ça avec un peu de recul, c'est très drôle. Et on peut se poser pas mal de questions. Et peut-être une dernière chose, dans le jeu, là c'est bête et méchant, c'est juste d'en parler en fait. Ouais. J'ai grandi dans les années 90, le jeu était largement développé, hein, on pourrait appeler son deuxième âge d'or. Sonic, Mario et d'autres jeux, j'ai toujours aimé tester d'autres trucs. Alors j'avais pas forcément les moyens d'avoir 1000 cartouches, mais d'un pote à l'autre, et puis c'était aussi une époque où dans les vidéoclubs, il y avait aussi des jeux. J'avais pas le droit de le faire, je crois, mais le vidéoclub de ma petite ville le proposait. Donc tester des nouveaux trucs. Sauf que primaire, tout le monde joue un peu à la même chose, ok. Collège, voilà, on commence à s'intéresser à d'autres choses que le jeu vidéo, et c'est moins le cas aujourd'hui, mais ma génération, 12, 13, 14 ans, le jeu vidéo c'est l'enfance. Et d'avoir quelques potes avec qui on passait des heures à dire ouais mais dans Final Fantasy, puis il n'y a pas internet, pas de fait comme ça. Aujourd'hui encore en parler, rencontrer du public et dire ah ouais non mais moi aussi Final Fantasy je l'ai fait à l'époque, ou Rayman j'avais découvert ça. Déjà il y a un côté un peu communautaire, mais surtout des gens qui me parlent, parce que des jeux vidéo il y en a des centaines et des centaines, ce qui peut créer aussi une crise du jeu vidéo, ça participe aussi un peu de cela. Mais d'avoir des recommandations, de dire ah vous avez fait ça, tiens il y a celui-là, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, et notamment. Et aussi parce que ça m'arrive pas tant que ça. Ah oui, il y a des forums, tout ça, mais je suis très vieux jeu, moi aller sur Twitch, etc. pour parler d'un jeu, ça m'intéresse pas. Je préfère voir les personnes sortir la console, etc. Mais à nouveau, je suis très vieux jeu. Et que j'aime pas, c'est ce qu'on pourrait presque considérer non pas comme des jeux vidéo, mais des applications gamifiées. Fortnite, pour moi, a quand même des airs d'applications gamifiées. L'objectif, c'est d'y revenir, d'acheter, de consommer, etc., etc. Par contre, on lui met un joli papier cadeau de jeu vidéo. Bon, non, c'est pas vraiment une application gamifiée, il y a quand même du game design, du level design, donc je suis un peu méchant en disant cela, mais ma manière de le concevoir, entre son intention et sa réception, fait que, voilà, je l'appelle un peu application gamifiée. Donc cette monétisation de la pratique, qui existe toujours, j'achète le jeu, c'est pas gratuit, mais quand c'est fait principalement pour ça, j'avoue que ça me crispe un petit peu. Qu'un producteur ou que la société veuille gagner de l'argent, mais qu'en dessous il y a un réalisateur, quand on voit les Neil Druckmann, quand on voit Michel Ancel par exemple, Eric Chahi, etc. Bon là c'est d'autres générations, mais oui, ils sont contents que leur jeu fonctionne, mais ils voulaient raconter des histoires ou faire découvrir des gameplays, etc., etc. Pour le meilleur ou pour le pire, voilà. Donc ce côté-là me plaît pas trop. Le digital, dématérialisé, pardon. Moi j'aime bien une jolie édition. Voilà. Il y a quasiment plus que ça. Bah oui. Et je m'y mets, voilà. Ça me plaît pas en partie en tant que consommateur, mais en même temps j'ai conscience que sans ça, certains jeux ne sortiraient pas. Donc je suis content que ça existe, mais un peu comme pour les bouquins, un peu comme pour le cinéma. Alors j'achète plus autant de DVD qu'à l'époque, mais quand maintenant les éditeurs font des efforts en termes d'édition, alors pas forcément le joli objet qui brille, mais parce qu'ils mettent des bonus, etc. Dans les jeux, j'avoue que j'aime bien. Voilà, la statuette de Cyberpunk 2077, elle est quand même pas mal. Sephiroth, 58 cm. Ouais, là je suis, le banquier est pas d'accord, mais là je peux lâcher. L'objet. Ouais. Ah, l'objet, ouais. Donc le dématérialisé m'embête un peu,
mais j'ai conscience aussi, voilà. Et autre chose que j'aime pas trop, c'est l'élitisme. Je peux arriver et dire, moi Dark Souls, je l'ai fini. Ouais, je suis content pour moi. Et puis vraiment, mais par contre, j'ai galéré. Et avoir quelqu'un à côté qui dit oui, mais tu l'as pas fait avec la bonne classe, et puis t'as pas battu tel boss, puis tu l'as fait dans cet ordre, tout ça. Ouais, mais en fait, d'accord. On peut en parler, tu peux me parler de ton expérience de jeu et me dire combien peut-être qu'elle ressemble plus à ce que les créateurs ont voulu, etc. On peut en parler. Mais arriver en disant, toi t'es un joueur, toi t'es pas un joueur, moi ça m'embête. Si quelqu'un joue à Candy Crush, joue à Candy Crush. Ça te fait kiffer, si ça te permet d'attendre ton bus, d'avoir un peu de dopamine, un peu de satisfaction, vas-y. Si t'as envie de jouer à Zelda et ramasser des fruits et légumes pour faire ta cuisine, vas-y. Si tu veux jouer à Red Dead Redemption juste pour les couchers de soleil et aller traquer Yeti, mais fais-toi plaisir. Moi ce qui va m'intéresser c'est plus la narration, je suis pas un hardcore gamer, voilà, donc ça vraiment le côté élitiste, et c'est vraiment je le vois un peu arriver, le terme casual est vraiment arrivé notamment avec les jeux mobiles, en disant ouais mais c'est pas du vrai jeu, tout ça. Moi je me suis éclaté en Angry Birds, j'étais content d'avoir ça sous la main, et quand j'entends oui mais Animal Crossing c'est pas un vrai jeu, je dis bah ça dépend, t'attends quoi d'un jeu? Mais ça, c'est une partie des joueurs de jeux vidéo, c'est, pour être poli, qui aura la plus grosse bagnole. Ouais. Alors je pourrais rajouter des choses qui m'énervent sur cette question du virilisme, et aussi on peut rentrer dans les débats en plus actuels sur on manquerait d'énergie masculine en ligne. Ah bon? Bravo Zuckerberg, t'es pas souvent en ligne, hein, parce que l'énergie masculine, il y en a, et puis les streameuses notamment peuvent en parler. Bref, bon, c'est d'autres débats, mais en effet, c'est moi je suis un vrai joueur parce que j'ai réussi à faire ça. Moi, il y a des boss optionnels de Dark Souls, je les ai essayés, et puis au bout d'un moment, je dis bah je vais passer à autre chose, voilà, et ça me va en fait. Céleste, j'ai fait les niveaux normaux, je sais plus c'est les niveaux B, tout ça, j'ai testé un petit peu, j'ai senti ma limite, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Un jeu, alors j'adore regarder ça, c'est les shoot 'em up et les jeux de rythme. J'adore regarder ça à un niveau professionnel. Mais c'est barjot. Quand on voit sur un écran pour les shmups, donc des jeux de tir où les ennemis envoient des boules de partout, qu'un joueur, il fait... Bah là, vraiment, c'est du pattern. Hein. Il se déplace vraiment au pixel perfect et tout. Je trouve ça fascinant parce que je vois que derrière, il y a du travail, je vois qu'il y a une connaissance du jeu. Quand je vois sur des tapis Dance Dance Revolution, je trouve ça extraordinaire. Moi, le niveau facile de Guitar Hero, il m'a perdu. Donc voilà, si j'ai envie de jouer à Guitar Hero au niveau facile, ça m'amuse, la musique c'est rigolo, je fais 2 parties, je suis content. On peut m'appeler casual gamer si on veut, mais si c'est juste pour se la raconter, dire ouais moi j'ai fait le niveau, félicitations, bah après on peut discuter de la pratique et de ce qu'on y cherche. C'est le même concept qu'on peut regarder un match de Champions League et défoncer le carreau du voisin en essayant de les imiter. Oui, tout à fait. Ça oui, et d'autant plus dans l'aspect regarder et faire. Ça, oui. Et puis, les stratèges de canapé. Et en plus, je veux pas non plus être trop méprisant parce que y a des fins connaisseurs et c'est super intéressant. Mais qu'ils aillent jouer à Football Manager. Voilà, faites-vous plaisir. Eh bien, un grand merci pour votre honnêteté. Merci à vous pour l'échange. Et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.